toutes et à tous, je suis ravie de passer cette heure en votre compagnie pour un nouveau regard croisé. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction. Elle écrit nos messages, traduit nos conversations, guide nos choix, répond à nos questions, corrige nos textes, crée des images, analyse nos comportements. Dans les guerres, elle identifie des cibles. Dans les hôpitaux, elle aide à détecter les maladies. Dans les voitures, elle prend déjà certaines décisions à notre place. Et dans nos téléphones, elle nous connaît parfois mieux que nos proches. C'est un fait, l'intelligence artificielle transforme notre quotidien, mais plus elle gagne du terrain, plus une inquiétude grandit. Car l'IA ne se contente plus d'exécuter, elle influence. Elle trie l'information, elle peut fabriquer des informations truquées, des images fausses mais crédibles, des voix artificielles difficiles à distinguer du réel. À l'ère de la manipulation numérique, la vérité elle-même est remise en question. Et puis il y a cette dépendance qui s'installe doucement. Des enfants qui demandent conseil à une machine plutôt qu'à une personne, des étudiants qui ne réfléchissent plus sans assistance, des métiers qui disparaissent. Le danger de l'intelligence artificielle n'est peut-être pas qu'elle devienne humaine, mais bien que nous acceptions, nous, de fonctionner comme des machines. Ce soir, dans Regards croisés, nous allons justement tenter de comprendre comment l'intelligence artificielle influence nos vies, entre progrès fascinants et dérives inquiétantes. L'intelligence artificielle est omniprésente de nos vies, partout dans le monde, mais en Israël, cette révolution avance parfois encore plus vite. Dans les entreprises, dans les ministères, dans les écoles et même dans l'accompagnement psychologique, l'IA s'impose progressivement comme un nouvel outil du quotidien. Israël est-il un laboratoire grandeur nature de l'intelligence artificielle ? Le sujet est signé Shani Guidalia. L'écosystème Israël IA est l'un des plus avancés au monde. Il se distingue par un secteur technologique civil très dynamique et par le déploiement opérationnel de technologies de pointe dans le domaine de la défense. Israël a intégré l'intelligence artificielle au cœur de ses opérations militaires. L'armée a développé un système centralisé qui rassemble en temps réel les flux vidéo des drones, les images satellites, les données de renseignement et les interceptions de communication pour cartographier les menaces. L'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle permet également d'assister le commandement dans l'identification des cibles et la planification des frappes. Dans le domaine civil, l'IA n'est pas en reste. Israël abrite plus de 2200 entreprises basées sur l'intelligence artificielle, ce qui le classe parmi les leaders mondiaux en innovation technologique. Et l'IA est partout. Dans les bureaux israéliens, l'intelligence artificielle n'est plus un gadget. Des entreprises utilisent déjà des outils capables de rédiger des documents, analyser des données, préparer des présentations ou répondre à des clients automatiquement. Dans les administrations, l'intelligence artificielle est en passe de participer à des décisions qui influencent directement la vie des citoyens. Calcul des aides sociales, octroi de permis administratifs ou prise en charge de la gestion foncière. Les autorités promettent des garde-fous. Chaque système devra être classé selon son niveau de risque et les décisions sensibles devront conserver une validation humaine. Dans les écoles aussi, la révolution est déjà en marche. Israël expérimente des assistants IA capables d'adapter les exercices au niveau de chaque élève. Certains lycées ont déjà abandonné les cahiers et les manuels papier. Les élèves y travaillent uniquement sur ordinateur avec des outils d'intelligence artificielle intégrés dans presque toutes les matières. De plus en plus d'Israéliens utilisent aussi des outils comme ChatGPT ou Gemini pour demander des conseils personnels, professionnels ou psychologiques. Chez certains adolescents israéliens, l'IA devient même un refuge émotionnel. Selon une étude de l'Association israélienne de l'Internet, plus de la moitié des adolescents interrogés disent utiliser l'intelligence artificielle comme amie ou petite amie, et 52% préfèrent parler de leurs émotions à un chatbot plutôt qu'à leurs parents. Les jeunes expliquent ce choix par l'absence de jugement, le sentiment d'anonymat et la possibilité de parler librement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On le voit, l'intelligence artificielle transforme déjà la société israélienne dans tous les domaines. Une révolution technologique fulgurante qui pose une question essentielle: jusqu'où laisser les machines entrer dans nos vies? Shani est déjà avec nous. Bonsoir Shani. Bonsoir. Et il est temps d'accueillir l'invité de Regards croisés. Ethan Galam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur en IA et rabbin, spécialiste des enjeux éthiques et de l'intelligence artificielle.
Tout cela, évidemment, va nous amener à parler de plusieurs niveaux de cette intelligence artificielle. Ce qui frappe dans le sujet de Chani, c'est la vitesse à laquelle l'IA est entrée dans la vie des Israéliens et à quelle vitesse elle continue de progresser, finalement, sans même qu'on se rende compte dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a 2 chiffres qu'on devrait avoir devant les yeux lorsqu'on regarde ce qu'on appelle la pénétration technologique de l'IA. C'est la première métrique, combien de temps il a fallu pour arriver avec 1 million d'utilisateurs sur un service comme ChatGPT. Alors, l'ancien champion, c'était Netflix, ça lui a pris 3 ans. Le nouveau champion, c'était ChatGPT, ça lui a pris 1 semaine. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on touche à un besoin, ce n'est pas seulement pratique, ce n'est pas juste que ça débloque des nouveaux cas d'usage, mais que ça touche à quelque chose chez la personne qui est quasiment, on l'attendait depuis toujours, et forcément tout le monde a envie de l'essayer, tout le monde a envie de se projeter, et forcément ça fait peur sur la suite. On parle de la société israélienne qui est historiquement une société qui aime essayer des nouvelles choses, qui est en avance technologique. Un chiffre sûrement à retenir, Anthropic, qui sont ceux qui ont designé le modèle Claude qui est utilisé en entreprise, cite le taux d'adoption de leur modèle par pays. Israël, 95% des employés en high-tech utilisent les modèles de Claude, c'est-à-dire les premiers au monde. Donc, si je vous suis bien, en Israël, ça se justifie parce qu'on est la Startup Nation. Est-ce qu'on devient en Israël aussi l'AI Nation? C'est un corollaire l'un de l'autre. Est-ce que parce qu'on est la Startup Nation, on a besoin plus de l'intelligence artificielle? Alors, déjà, quelque chose de très technique. Quels sont aujourd'hui les cas d'usage qui marchent dans l'intelligence artificielle? On a essayé. Tout le monde a essayé aujourd'hui. C'est d'ailleurs une problématique au niveau économique. On brûle énormément de ressources juste pour jouer avec l'intelligence artificielle. Un cas d'usage qui marche et qui marche extrêmement bien, c'est simplement la programmation. Le développement informatique, on a multiplié en fonction des secteurs x3, x4, x5, voire plus, la productivité des employés, étant donné qu'en Israël, la part de la population qui travaille dans ce secteur-là est très grande, forcément, ça fait des taux d'adoption qui sont beaucoup plus importants. Vous travaillez depuis des années dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Quelle est, selon vous, la prochaine étape que le grand public ne voit pas encore arriver? Alors, déjà, c'est important de le rappeler, comme vous dites très bien, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un nouveau domaine. J'ai fait une thèse là-dessus il y a 20 ans à Harvard sur l'intelligence artificielle, sauf que l'objectif, c'était d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour arriver à, d'une façon pas très bonne, d'arriver à faire la différence entre des chiens et des hot dogs. D'accord? C'était ce qu'on appelle la mesure de réussite il y a 20 ans. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, il y a deux grands moments que l'on attend dans l'intelligence artificielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'AGI. C'est quoi l'AGI? C'est le moment où on attend, où une intelligence artificielle va être capable de créer par elle-même. Aujourd'hui, on dit à l'intelligence artificielle quoi faire. On attend un point d'inflexion dans lequel l'intelligence artificielle va prendre des décisions. Alors, quand est-ce qu'on va y arriver? Évidemment, si vous demandez à Elon Musk, il vous dit tous les ans l'année prochaine, mais a priori, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou dans 10 ans, on est dans cette révolution. Le deuxième point qui va faire un grand changement qu'on n'a pas encore vu, on est moins conscient de ça, et c'est d'ailleurs le pari de Elon Musk, qui est un des leaders dans cet univers-là, c'est la robotique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle reste dans l'ordinateur et elle peut faire des choses qui sont limitées à ce qu'on peut faire dans un ordinateur. Il y a des milliards et des trilliards qui sont investis aujourd'hui pour que les machines puissent agir dans nos vies. Alors, soit pour nous aider à plier le linge, ça serait magnifique, soit pour faire un peu plus que ça, là, ça serait plus problématique. Ouais, effectivement, et on va voir tout à l'heure quelles sont les limites, justement. L'intelligence artificielle promet de nous faire gagner du temps, de nous simplifier tout simplement la vie, parfois même de mieux nous comprendre. Chani, vous avez testé pendant une journée ce que cela fait de vivre assisté du lever
quasi couché, on va dire, on va tricher un peu, assisté de l'intelligence artificielle. Oui, alors ce qui est fascinant justement avec l'IA, c'est qu'au départ, elle faisait surtout des choses très mécaniques et puis au fil des années, eh bien, elle a commencé à entrer dans notre quotidien. Alors j'en ai fait l'expérience. Tout d'abord, je lui ai posé la question, comment est-ce que je devrais m'habiller pour cette émission, donc en plateau. Alors je suis fière de dire que cette tenue a été choisie spécialement par ChatGPT. Ensuite, je lui ai demandé aussi de comment est-ce que je devrais organiser ma journée, le temps que je devrais prendre pour écrire chaque chronique, pour également écrire et monter le sujet qu'on a vu en début d'émission. Tout a été vraiment minuté par l'IA, donc entre 45 minutes et 1 heure pour chaque sujet. Et donc, on voit que l'intelligence artificielle devient, on va dire, une forme d'assistant de vie. Et ce qui est frappant aussi, c'est la vitesse à laquelle on s'est habitué à ce type d'assistance. Et puis, au-delà du travail, eh bien, je lui ai posé aussi des questions un petit peu plus personnelles. Je lui ai dit, voilà, fais-moi ma liste de courses. Voilà ce qui me reste dans mon frigo, dans mes placards. Établis-moi une liste de courses avec les quantités. Fais-moi aussi un menu spécialisé pour manger plus équilibré et puis également de me donner la recette de chacun des plats qu'elle me propose, et tout a été fait vraiment de façon minutieuse. Sauf que la question évidemment qui apparaît derrière ça, c'est à quel point l'intelligence artificielle, est-ce qu'on devient de plus en plus dépendant? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien, on voit que le cerveau délègue progressivement des tâches qui paraissent essentielles. Donc, on voit qu'on utilise de moins en moins notre mémoire, notre concentration, la prise de décision également, et l'organisation. C'est-à-dire que comme les GPS ont réussi à nous faire perdre un petit peu le sens de l'orientation, eh bien, ça après le risque avec l'IA, c'est de perdre des choses qui sont basiques, voire essentielles. Ouais, alors, le sens d'orientation, moi, je ne l'ai jamais eu, et Waze m'a sauvé la vie, je dois le dire. Très, très franchement, je me perdais beaucoup avant Waze. Ethan Galam, est-ce qu'il y a un risque, justement, à force de déléguer toujours plus à l'intelligence artificielle, comme l'a fait Chani? Alors, je rassure nos téléspectateurs, Chani ne le fait pas au quotidien, c'était juste pour le test pour aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas, justement, de perdre ses capacités de réfléchir, de mémoriser, ou même prendre des décisions seules? Alors, c'est un excellent exemple. Parce que déjà, on voit une des révolutions qui est venue par l'intelligence artificielle, c'est que les usages, la barrière entre les usages devient très floue. On peut commencer par préparer une émission et finir par choisir des recettes de cuisine. Chose qui n'était pas possible. Aujourd'hui, quand j'étais sur Waze, je n'allais pas me retrouver à préparer le repas de ce soir avec Waze. On avait des applications qui étaient mono-thèmes, et maintenant, on a une interface qui ouvre à tout. Le Graal, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, c'est le personal assistant, qui va connaître toute ma vie, va savoir me parler comme j'aime qu'on me parle, va savoir de prendre des décisions qui sont basées sur ce qu'il connaît de moi, et parfois des choses dont moi-même je ne suis pas conscient. Et le danger qu'il y a là-dedans, c'est que par définition, si j'ai un outil entre les mains qui prend des décisions qui me touchent, si les décisions sont très loin de ce que moi je voudrais être, au fond, à un moment, je vais dire stop. Mais là, ça marche. Les résultats sont bons, les résultats me plaisent, et il y a un phénomène de renforcement où, en fait, plus j'utilise, plus c'est bon, plus j'ai envie d'utiliser. C'est un peu comme un muscle. Pour donner un exemple, aujourd'hui, dans le monde du travail, ça devient tellement facile de développer avec de l'intelligence artificielle que si, comme on l'a vu il y a quelques mois, les serveurs d'Amazon tombent, on n'a plus accès au modèle d'intelligence artificielle, eh bien, tout simplement, les gens ne vont pas au travail. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à écrire 3 lignes en 2 heures, alors qu'au fond, je peux attendre demain et tout va être fait. Sauf que si on délègue tout, on ne sait pas ce qu'il y a dans les machines, et quand il y a des bugs, on ne sait pas les résoudre. Et pour ce qui est de notre vie, au fond, c'est toujours plus pratique de laisser la machine décider pour nous. Et forcément, la machine n'a pas été créée pour nous permettre de nous épanouir, n'a pas été créée pour nous permettre de nous développer. Et par définition, d'un modèle d'intelligence artificielle qui est un modèle statistique. Donc en fait, on est en train de laisser notre pouvoir de décision vers quelque chose qui va nous amener vers la moyenne. Et un mot avant qu'on passe à la suite sur les enfants, les adolescents qui sont toujours en recherche de repères et qui, pour eux, c'est un repère. Ils sont quasiment nés dedans, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, pour reprendre cette formule. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Au début de Google, moi, je suis de cette génération qui a vécu, on va dire, ado, la mise en place de Google. J'ai toujours ce souvenir de ma mère qui écrivait dans Google « Bonjour Google, je souhaiterais savoir telle et telle chose ». Au fur et à mesure, on a appris à exprimer une recherche en mots-clés. Avec l'intelligence artificielle, c'est fini. L'intelligence artificielle nous comprend et parfois est capable de corriger notre demande. Tu as demandé ça, mais j'ai compris qu'en fait, tu voulais exprimer cette chose-là.
Et donc, en fait, on arrive dans une phase où le cerveau humain se transforme pour être capable de travailler avec cette intelligence artificielle, c'est-à-dire de la manière qu'aujourd'hui, personne ne retient des numéros de téléphone par cœur. Donc, la mémoire, ça ne sert à rien. La connaissance, ça ne sert à rien parce qu'elle est dans la machine. Et au fur et à mesure, et on le voit de mois en mois, en fait, on délègue de plus en plus. Et le jour où on a besoin de prendre des décisions, au fond, c'est comme un muscle qu'on n'utilise pas. C'est trop dur. Et ça devient dangereux. C'est là que ça devient dangereux, bien évidemment. Allez, il est temps d'élargir le débat. C'est le duel. Et nous sommes en ligne avec Stéphane Zibi, consultant spécialiste des transformations numériques liées à l'intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Vous trois, pardon. Ouais, oui, merci d'avoir accepté de jouer le jeu de regard croisé. Stéphane, certains voient l'IA comme un outil formidable. On a entendu tous les progrès, mais d'autres parlent déjà d'un danger civilisationnel, pas moins. Il y a même des manifestations ultra-violentes aux États-Unis contre l'intelligence artificielle. Ça rappelle un peu les débats sur Internet à l'époque, ou je me trompe ? Oui, de toute façon, dès qu'il y a du changement, parce que l'IA, c'est vrai que là, pour le coup, peut éventuellement provoquer la disparition de métiers qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que encore, si vous avez pu en croiser, mais le métier de liftier. Le liftier, c'est celui qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de quelqu'un pour appuyer sur un bouton d'un ascenseur ? Aujourd'hui, on pense qu'on peut vivre sans, et il y a beaucoup de métiers qui peuvent éventuellement en pâtir, mais une minorité. La seule chose que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est toujours face à une certaine modernité, face à une certaine avancée. Et aujourd'hui, il y a certains métiers qui vont être augmentés, d'autres qui vont disparaître. Mais ceux qui refuseront de travailler avec l'IA pourront être effectivement en danger. Je prends souvent l'exemple des avocats. Les avocats ne disparaîtront jamais. Par contre, ceux qui n'utilisent pas l'IA pourront disparaître. Et ça pourrait éventuellement élever un petit peu, au moins, l'intérêt vers ce type de technologie. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être raisonnable et savoir que quand même que l'humain a encore beaucoup de valeur, énormément de valeur, quel que soit, ça a été un petit peu évoqué dans le sujet juste avant et là avec Ethan, mais on a quand même beaucoup de chance, nous les hommes, d'avoir maintenant des outils qui nous permettraient de travailler plus vite. L'exemple du développement du code a été évoqué, mais il y en a plein d'autres dans la santé, dans l'éducation. C'est quelque chose qui est quand même standard aujourd'hui, qui commence à devenir standard de l'utiliser. Par contre, il faut savoir bien l'utiliser. Et c'est peut-être ça aussi vers lequel nous, on essaye au quotidien maintenant de faire acquérir ces compétences-là, parce que c'est pas très compliqué non plus. Alors, en ce qui concerne nous, les journalistes, on travaille avec des informations, avec des images, et l'intelligence artificielle est capable d'imiter des voix, de créer des images, de faire passer des vidéos fausses pour des vraies. On l'a vu d'ailleurs depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre 2023. Justement, est-ce que c'est pas là le vrai danger de l'intelligence artificielle, de ne plus discerner le vrai du faux ? Ça, je peux vous le dire, ça va être un des dangers. On rentre dans un moment électoral en Israël comme on va l'être en France dans cette année-là. On va en voir des choses vraies et des choses fausses. Et aussi, et c'est ça qui est bien, c'est que nous avons des outils qui sont mis à disposition par les grands éditeurs pour nous permettre justement de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça va être aussi un travail. Et c'est pour ça que le travail des médias respectables comme I24 en particulier, devront jouer leur rôle, en plus d'informer, mais de justifier que des choses sont réelles ou irréelles, et pour pas qu'on tombe dans le piège, parce que on peut très vite utiliser, tomber dans une certaine, on va dire, dans le piège. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, hier ou avant-hier, on voit Donald Trump qui utilise une vidéo d'intelligence artificielle parce qu'il met à la poubelle Stephen Colbert. Donc en gros, même ça peut venir de hautes juridictions qui envoient des images qui sont complètement fausses, bien évidemment, mais qui illustrent aussi un certain propos. Donc les médias, vous les journalistes, vous avez une responsabilité d'autant plus importante. Et je pense d'autant plus, c'est que maintenant vous allez avoir les outils. Google, cette semaine, lors du Google I.O., a présenté sa nouvelle version de son outil de vérification de deepfake et d'éléments créés par de l'intelligence artificielle, que ce soit des images, des vidéos ou des textes. Ça, c'était déjà, mais ça s'est vraiment amélioré. Et donc, si on utilise de façon raisonnée l'intelligence artificielle
Et ces outils, je pense quand même qu'on arrivera à certains, pas la catastrophe. En tout cas, c'est vrai que les médias ont une responsabilité supplémentaire, ça c'est certain. Mais parfois, les autres médias ne jouent pas à armes égales et les réseaux sociaux ne sont pas, eux, évidemment, déontologiquement tenus à vérifier, malheureusement. Mais ça, c'est peut-être une autre histoire. Maintenant, je vais vous poser une question commune à tous les deux, à vous, Ethan Galam, et à vous, Stéphane Zibi. Vous allez répondre chacun votre tour. N'hésitez pas à dialoguer aussi entre vous, hein, c'est un peu le but. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'il existe, selon vous, des limites que l'humanité ne devrait jamais franchir avec l'intelligence artificielle? On va commencer avec vous, Ethan. Alors, je me permettrai de, quand même, en tant que rabbin, de reformuler la question. C'est-à-dire qu'il y a action de ce qu'elle devrait. Est-ce que l'humanité peut le faire? Vous avez très justement mis sur la table cette problématique lorsque l'on parle des médias. Si I24 joue le jeu, mais que d'autres chaînes ne le font pas, et que, au fond, d'utiliser sans aucune limite, ça rend le contenu beaucoup plus intéressant, parce qu'on peut tout faire, tout dire et parler à ce qu'au fond va exciter les foules, alors les gens vont aller naturellement vers les médias qui ne vont pas jouer le jeu, et en fait, de s'être restreint à un certain niveau, en fait, ça n'aide pas. On a vu la même problématique sur la déconnexion. Aujourd'hui, c'est évident que ça n'est pas bon pour les enfants de passer leur journée devant des écrans. On avait prédit il y a 10 ans, 15 ans, qu'on allait voir un phénomène de déconnexion avec les dumbphones, les gens ne voudront plus les smartphones, ils passent trop de temps. Est-ce qu'on voit ça se réaliser? La réponse est non. Parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde a un iPhone, les enfants le veulent, et donc au fond, à un moment, on baisse les bras. Alors qu'est-ce qu'on peut, faire là-dessus? C'est déjà commencer par soi-même et s'éduquer en prenant le goût de la réalisation, de reprendre le goût et d'inculquer à nos enfants le goût de l'effort. C'est moi qui l'ai fait. De la même manière que tout le monde comprend qu'un gribouillage d'un petit enfant de 5 ans a quelque chose qui nous touche plus qu'une image parfaite, mais qui est tout simplement imprimée d'Internet, eh bien, d'apprendre aux enfants et à nous-mêmes ce plaisir d'être. Et je pense, je finirai là-dessus, mais ce qui est extraordinaire dans cette révolution d'intelligence artificielle, Stéphane a tout à l'heure cité, vous avez cité les élévateurs, les gens qui cliquent sur des boutons. D'accord? Au fond, l'homme a pu se définir par « je suis un corps, je fais des choses, je porte, etc. » On a vu avec la révolution industrielle que je ne me définis pas par mes capacités physiques. Alors à un moment, on a dit non, c'est ma capacité d'intelligence, de connaissance. Google connaît plus que moi. Donc, qu'est-ce que je suis? Ma capacité de création, non, maintenant, l'AI est capable de générer des musiques, des films, et au fur et à mesure, on repense à qui on est vraiment. Une réponse à cela, une réaction? Oui, alors en fait, c'est vrai que pour avoir des limites, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme ça a été dit par Ethan tout à l'heure, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un perroquet survitaminé en statistiques et qui ne fait que répéter ce qu'on a bien aimé lui dire et lui expliquer. Alors, c'est vrai qu'on a créé des réseaux neuronaux qui nous permettent de réfléchir et qui permettent à l'intelligence, artificielle de réfléchir un peu comme un humain. Mais néanmoins, il y a des choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas. Et si on dit à quelle limite on doit se donner, je pensais à trois choses qui sont importantes pour l'homme. Parce que c'est vrai que la force, c'est quelque chose qui est important parce qu'elle nous permet d'avancer, de travailler, de faire avancer les choses. La beauté, c'est ce que nous sommes tous essayent de viser, etc. Et ce qu'on essaye aussi à avoir, c'est aussi la sagesse. Et je repense souvent et j'avais posté quelque chose comme ça sur Instagram, parce que j'avais vu un post justement qui parlait du jugement de Salomon. Et le jugement de Salomon, lui, il a pas découpé l'enfant, il a fait semblant, en tout cas, pour révéler la vérité auprès de ses deux mamans. Si c'était une intelligence artificielle à qui on avait posé la question, il aurait demandé tout un tas de critères qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, comme la généalogie, un code génétique ou des certificats de naissance, etc., etc. Et c'est vrai que tant qu'on aura on aura cette force supplémentaire qui est la sagesse, parce que la force, l'intelligence artificielle, elle l'a, c'est indéniable. La beauté, et vous faites des images, des vidéos de Maboule. On est impressionné. Mais est-ce que la sagesse, ils l'ont? Jamais. Et tant qu'on aura cette force, tant qu'on ne touchera pas à ça, tant qu'on ne touchera pas à ce type de liens, de choses humaines qui pour moi n'est pas très reproductible, nous serons bien sûr bien en sécurité, mais il ne faudra pas aller au-delà, il ne faudra pas reproduire, parce que ça voudra dire qu'on arrive avec les sentiments.
on arrive avec des choses qui sont impossibles à reproduire, à mon sens. Et s'il y en a qui veulent aller vers ça, je pense et j'espère qu'on les enterrera bien, qu'on enterrera bien ces projets-là très très vite en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Zibi d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À vous aussi. J'ai une dernière question pour vous, Ethan. On n'a pas beaucoup le temps, mais j'aimerais quand même vous la poser. J'imagine qu'à la maison, les gens se la posent aussi. Quand on parle à ChatGPT ou à Gemini, est-ce qu'il faut lui dire bonjour, comment vas-tu? Comme certains m'ont dit que du coup, il serait beaucoup plus efficace. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler à la machine comme si c'était un être humain. Mais est-ce qu'il faut le faire ou pas? Alors, c'est très intéressant. Déjà, d'un point de vue très économique, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on envoie des mots et qu'on reçoit plus de mots, ça coûte de l'argent. D'accord ? Il y a un post très connu sur X de Sam Altman qui disait que ça leur coûtait des dizaines de millions de dollars les gens qui étaient polis avec les AI. Il y a d'ailleurs un nouveau post qui dit qu'il faut lui parler comme un homme de Cro-Magnon et donc ça compresse le texte. Mais je pense que la vraie question derrière, c'est notre mode de relationnement, de se rappeler qu'on parle avec une machine, de garder cette distance qu'on peut avoir entre l'homme et la machine. Voilà, donc j'ai bien fait de garder la distance. Merci beaucoup, Ethan Galam. Merci, Shani, vous restez avec nous. Restez avec nous, la suite de Regards croisés, c'est dans un instant, on ira sur les réseaux sociaux cette fois. en Israël. להשאיר חותם. מה זה אומר? כן, כן. להיות מפורסם. עוד מישהו? להאיר לעולם את הדרך. מתחממים. להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. יוריקה! אתה. להגיע הכי רחוק שאפשר. למתוח את הגבולות האנושיים. זה להשאיר חותם. מתחילים? יש הרבה דרכים להשאיר חותם. רובן מתחילות בטכניון. Leave a mark. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. אני דיין מסדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו.
retour pour la seconde partie de Regard croisé. On va faire comme chaque semaine le tour des réseaux sociaux, voir ce qui a passionné les internautes cette semaine. Avec moi en plateau, toujours Chani Guidalia. Rebonsoir Chani. Bonsoir. Et notre invitée, l'influenceuse Anaëlle Lévy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Je sais que pour vous, c'est une première. Donc, bienvenue dans le monde d'i24 News. Vous êtes coach sportif et nutrition. C'est comme ça que vous vous définissez, mais aussi créatrice de contenu. C'est important. Et surtout, vous êtes à la tête d'une initiative, les Soldates de l'ombre. Avant de vous donner la parole, je vais montrer à nos téléspectateurs un extrait de ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour mieux vous connaître. Regardez. Cette nuit-là, la guerre a repris. Les sirènes ont retenti, les missiles iraniens pleuvaient, la guerre reprenait, le pays retenait son souffle. Mais elles, ça ne les a pas arrêtées. Dès le matin, elles étaient là. Prêtes à livrer nos chers soldats, prêtes à tout laisser derrière elles pour apporter un peu de douceur, de réconfort et de soutien à ceux qui nous défendent. Elles ont pris la route. 8 voitures chargées de plats chauds, plus de 2000 repas livrés dans 23 unités en une seule journée. Ce fut le 87e Shabbat qu'elles livraient. Parce que les soldats au front ne sont jamais seuls. Parce que grâce à vous, les Soldates de l'ombre répondent toujours présentes. Merci beaucoup aux Soldats de l'ombre, on vous aime très très fort. Am Israël Chai. Merci. Du fond du cœur. Anaëlle, comment on passe de coach sportif à Soldates de l'ombre? Racontez-nous. Alors déjà, il faut savoir que les Soldats de l'ombre ont été créés par Elodie et Ilana. Donc voilà, ces deux copines. Moi, je fais partie des Soldates de l'ombre. Avec au Hachem, aujourd'hui, on est une très très grande famille. Au moins, voilà, à peu près 300 femmes et maris qui nous ont rejoints depuis le début de la guerre. Cette semaine, on est au 137e Shabbat. Donc, ça fait 137 semaines que tous les vendredis, on organise et on livre des centaines de repas. Donc, du nord au sud, on a livré vraiment dans tout Israël. Et la vidéo qu'on vient de voir, cette vidéo, elle me touche particulièrement parce qu'en fait, c'est le plus gros Shabbat qu'on ait fait. On a sorti 2000 repas. Pas des repas traiteurs, des repas faits maison par des mamans, des mamies, des tatas, voilà, des hommes aussi qui sont avec nous, qui nous aident. On a Monsieur Khalod, Dylan, voilà, Gabi, et chaque semaine le QG c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où on se réunit le vendredi. Chaque semaine, on a des nouvelles personnes qui viennent aider et voilà, ça nous permet de toujours continuer nos actions de semaine en semaine. Oui, il faut dire que ça fait du bien aux soldats de recevoir ces repas cuisinés maison, quoi. Hein. C'est tout le but parce que bien sûr que Tzahal fournit de la nourriture, alors peut-être pas en qualité et en quantité parfois suffisante, mais on apporte surtout du soutien et un khayal, enfin. Tout le monde connaît le Shabbat, mais un khayal qui a passé déjà 6 jours à se battre, peu importe que ça soit au Liban, en Syrie ou à Gaza, parce que vraiment, on fait tous les khayalim en Israël, Baruch Hashem. Avoir un bout de Shabbat par des repas, c'est vraiment ce qui leur donne de la force et on montre notre soutien après tout ce temps où on est quand même en guerre et on n'a rien lâché. Soldates de l'ombre, c'est une très belle définition. Alors, chaque semaine, on demande à notre invité de choisir la publication qu'il veut mettre en avant. Votre choix, Anaëlle, porte sur ce poste qui va s'afficher. On y découvre Arad, la nouvelle unité spéciale de l'armée de l'air, une unité composée uniquement de femmes pilotes de chasse. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette publication. Alors, après, malheureusement, les événements du 7 octobre, Tzahal a beaucoup remanié et a revu beaucoup d'unités et beaucoup de postes. Et donc, on a eu l'année dernière, au mois de décembre, l'unité Hashmonaïm, 100% combattante d'hommes orthodoxes, et qui a permis à ces hommes-là de s'engager avec des conditions donc, qui leur étaient propres. Et là, en fait, l'armée de l'air a ouvert donc, cette unité 100% combattante féminine avec un entraînement de 8 mois, donc très intense, que ça soit et psychologique et physique, donc avec un mental de toutes ces jeunes filles lyonnes qui, à 18 ans, décident de s'engager auprès de l'armée et pouvoir en fait faire ça combattante auprès de l'armée de l'air. Ça, vous avez voulu mettre ça bien sûr, c'est incroyable qu'à l'armée, on puisse trouver à chaque profil une place et puis que surtout l'image de la femme grandit au sein de Tzahal. Et après le 7 octobre, on est appris de nos erreurs, on tire des leçons et les leçons, c'est que la femme veut rentrer à Tzahal et veut aussi avoir un poste de combattante, même si elles sont pas mal représentées déjà dans pas mal d'unités, mais là d'avoir une unité 100% féminine. Effectivement. Alors il est temps. Puisqu'il faut avancer, c'est la dictature de la montre. Il est temps de retrouver le top 3 des publications sur i24 News.
Chani, on commence par la publication qui a le mieux marché sur Facebook, le Facebook d'i24 News. Il s'agit du sujet sur les drones utilisés par le Hezbollah. Exactement, une émission qui est apparue dans l'émission Défense et qui explique donc l'une des inquiétudes de Tsahal ces dernières semaines, voire ces derniers mois, eh bien, c'est celui des drones explosifs. Donc on parle notamment des drones à fibre optique ou même des drones cellulaires. Donc on voit que dans ce sujet, il y a aussi, on explique aussi qu'il y a des unités de guerre électronique qui tentent de faire face à cette menace. Et Tsahal comprend qu'il s'agit évidemment d'un défi complexe et pour parer justement, mais tout en œuvre pour parer à cette menace low cost, discrète et potentiellement très précise. Oui, on invite évidemment les téléspectateurs à aller voir ce reportage sur les réseaux sociaux d'i24 News. Sur Instagram, c'est à nouveau une vidéo d'i24 News Plus qui a fait le buzz cette semaine. Oui, et c'est le portrait de George Dick, qui est un diplomate israélien, arabe, chrétien et ancien ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan. Et sa mission, selon lui, eh bien, c'est de devenir l'un des premiers envoyés spéciaux d'Israël auprès du monde chrétien. Et son parcours a souvent été mis en avant par Israël pour illustrer justement l'intégration de certaines minorités arabes chrétiennes dans les institutions de l'État. Et encore une fois, cette vidéo a fait le buzz sur l'Instagram d'i24 News et qu'on invite les téléspectateurs à aller regarder directement sur notre page. Enfin, sur X, c'est une intervention dans les décrypteurs qui a le plus intéressé les abonnés à d'i24 News. Oui, c'était au sujet du film L'Abandon sur les derniers jours de Samuel Paty et surtout la polémique autour de ce film qui divise en France. Donc les enseignants considèrent que ce film comme un outil pédagogique, un devoir de mémoire. Certains projettent même d'envoyer leur classe pour pouvoir le regarder. En revanche, l'appréciation des élèves est beaucoup plus mitigée. C'est justement un passage de Ronnie Edry dans l'émission Les Décrypteurs qu'on a choisi. Je vous propose de regarder un extrait. Moi, j'ai grandi en France. C'était touche pas à mon pote. Moi, j'avais un quai fini quand j'étais jeune. C'était OK. C'était normal. C'était tout le monde. C'était la République française. C'était laïque. C'était liberté, égalité, fraternité. Il y avait pas ce rapport à t'es juif, t'es musulman. Il y avait pas ce qu'il y a en ce moment. Aujourd'hui, si t'es juif en France, déjà, tu peux plus aller à l'école. T'es obligé d'être dans une école juive. Moi, j'étais à l'école, normal. Moi aussi. C'est fini, ça. Les juifs, ils sont plus dans les écoles normales. Et maintenant, c'est les profs qui peuvent plus y être. Et tu peux plus enseigner, tu peux plus être juif, tu peux plus enseigner, tu peux plus parler de la Shoah. Et donc, l'abandon... Alors, on le voit, Anaël, dans cet extrait, ce qui est fort, c'est le fait de dire que quand on est juif en France, on ne peut plus aller dans une école non juive et on ne peut plus enseigner la Shoah. Bon, vous vivez ici, évidemment. J'imagine que vous avez encore des attaches en France. C'est aussi ce que vous entendez ? Bien sûr, moi j'ai beaucoup de copines donc, qui ont des enfants qui ont plus ou moins l'âge des miens et tout le monde est à l'école juive. Il n'y a plus, comme à l'époque, on disait bon, bah, peut-être que l'école du quartier, on s'arrangera comme il faut, puis peut-être au lycée on les mettra, ou le Talmud Torah le dimanche. Aujourd'hui, c'est tout le monde dans les écoles juives et même pour la plupart, il y en a beaucoup qui se préparent pour une Alia, pas cet été, mais pour 2027. Ouais, c'est triste évidemment. Allez, dans Regard croisé, on ne s'intéresse pas uniquement aux publications de d'i24 News, évidemment. On élargit nos recherches au reste de la toile dans Tendance Réseau. Chani, un incident antisémite fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Oui, c'est une nouvelle affaire d'antisémitisme qui est déguisée, encore une fois, en antisionisme. En Californie, un couple est arrivé dans un hôtel après avoir réservé une chambre, donc une chambre qu'ils ont payée. Et en entendant parler hébreu, le réceptionniste les a accueillis avec des Free Palestine et des Baby Killers. Donc c'est une véritable provocation, de la pure discrimination, évidemment. Et le réceptionniste filme lui-même la scène à visage découvert. Et la femme fait exactement la même chose. Et on voit qu'il y a deux réactions différentes de la part du couple. La femme qui décide de lui répondre et de s'expliquer, etc. Le mari, lui, reste beaucoup plus en retrait. Il affirme qu'il ne faut pas entrer dans son jeu. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit après à son épouse. Il n'entre pas dans son jeu. Je propose quand même de regarder la vidéo en question. Nous avons payé pour une chambre. Vous êtes censé être complètement objectif avec vos clients. Vous devriez avoir honte. Tout ce que j'ai dit, c'est Free Palestine. Vous avez dit ça à des Israéliens. Israël est un État sioniste. Moi, je suis sioniste. Est-ce que vous savez seulement ce qu'est un sioniste? Vous êtes sioniste? Vous tuez des bébés? Vous avez servi dans l'armée israélienne?
Chérie, je ne reste pas ici. Il peut faire irruption dans notre chambre et faire quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas rare, ce genre de réaction quand les Israéliens ou des Juifs partent à l'étranger et qu'on les entend parler hébreu ou on sait qu'ils sont juifs. Chani, on va passer à autre chose. Sans grande surprise, la flottille pour Gaza a fait pas mal le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment cette visite d'Itamar Ben-Gvir dans le centre de rétention qui a fait beaucoup de polémique. On ne va pas parler de cela, mais il y a aussi l'intervention de la police espagnole qui est sur les réseaux aujourd'hui. Oui, des tensions ce week-end à l'aéroport de Bilbao, donc en Espagne, autour des militants de la flottille pour Gaza. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés après des heurts avec la police locale. Et tous répartis d'un vol en provenance de Turquie. Les militants auraient bloqué justement la sortie de l'avion pour pouvoir prendre un selfie. Et évidemment, ça empêche les autres personnes de pouvoir débarquer. Donc la police est intervenue pour leur demander de se déplacer. La situation a rapidement dégénéré. Sur les vidéos qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit des policiers utiliser des matraques contre certains activistes, les traîner au sol. Et au total, 4 militants ont été arrêtés. Ils sont accusés de désobéissance grave, de résistance à l'arrestation et d'agression contre des policiers. Et l'affaire, évidemment, a provoqué l'ironie du ministère israélien des Affaires étrangères qui a diffusé les images de l'incident en demandant avec ironie au gouvernement espagnol des explications sur le traitement réservé aux militants de la flottille. Évidemment, c'est une pique adressée à Madrid, qui avait récemment critiqué Israël après l'interception des navires en route vers Gaza. Et puis il y a aussi cette double photo d'une militante qui, on précise, avait déjà été interviewée quelques jours avant sur les chaînes arabes. Elle était là sur une civière avec une minerve, etc. On peut voir l'image, d'ailleurs. Je pense qu'elle va être diffusée et on la voit donc vraiment sur une civière avec une minerve, etc. Et puis elle prétend avoir été frappée par Israël. Et puis finalement, après sa descente de l'avion, on la voit tout sourire en prenant une photo où elle semble avoir vécu un sauvetage miraculeux que le ministère des Affaires étrangères, je précise, a qualifié de miracle médical. Oui, effectivement, un miracle médical. Juste entre vous et moi, il a beaucoup d'humour, le ministère israélien des Affaires étrangères, pour publier ce genre de choses. Ça vous fait réagir comment, ces images des membres de la flottille malmenés par la police espagnole? Écoutez, si les accueillir avec la tikva et brandir le drapeau d'Israël en disant « Am Israël Chai, c'est être malmenés », heureusement qu'ils n'ont pas été malmenés à leur arrivée en Espagne, parce que franchement, je pense qu'ils méritaient 100 fois pire. Ou même arriver à Gaza directement, comme ça on aurait d'autres images peut-être. Sympathique. Oui, on se rappelle d'ailleurs, Chani, l'année dernière, la flottille de l'année dernière qui a été très mal reçue en Égypte, parce que quand ils ont été refoulés par la mer, ils ont essayé de rentrer par l'Égypte et ils ont été aussi frappés par les forces égyptiennes. Donc on voit que là... Mais on voit surtout, c'est pas la première flottille aussi qui arrive. Et puis évidemment, quand on voit l'accueil qui est réservé aux militants de la flottille, justement par les soldats israéliens qui soit décident de truquer on va dire la radiofréquence pour diffuser la chanson Michel, ou encore... Incroyable. Je l'ai en tête trop souvent. Non, mais ça, c'est quand même incroyable, c'est magnifique. Ou encore de distribuer des sandwichs à ceux qui voulaient faire la grève de la faim. On pense que c'est un traitement qui, évidemment, peut faire parler beaucoup sur les réseaux sociaux, ou même provoquer l'ironie du ministère israélien des Affaires étrangères, qui en quelques heures a publié quand même 2 pics sur son réseau social X. Mais en tout cas, on voit la différence de traitement et surtout cet humour du ministère israélien. Alors, pour terminer, Chani, aucun rapport avec la flottille et même avec Israël. Je vois déjà, vous êtes déjà en train de rire. On a beaucoup souri quand on a choisi ce sujet. On parle de ce buffle qui a particulièrement la cote sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le sosie le plus improbable de Donald Trump et qui se trouve au Bangladesh. Alors, c'est un buffle albinos de 700 kilos à la crinière blonde qui est devenu une véritable attraction nationale à quelques kilomètres de Dhaka. Alors, évidemment, le parallèle avec le président américain était bien trop tentant et c'est pour ça que son propriétaire l'a surnommé Donald Trump. Donc on voit que c'est la même coiffure spectaculaire, sauf que ici, le brushing s'est fait à la brosse à crin. Donc chaque jour, il y a des influenceurs, des familles et des enfants qui ont défilé justement dans la ferme de son propriétaire pour photographier le fameux sosie, parce qu'il faut savoir que les buffles albinos sont extrêmement rares. Et puis au Bangladesh, Donald Trump est devenu bien plus qu'un animal de ferme, c'est un animal
star, mais derrière l'image, eh bien, il y a aussi une réalité un petit peu plus sombre, puisque le buffle doit être sacrifié à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Et chaque année, il faut savoir qu'il y a 12 millions d'animaux qui sont abattus pendant cette célébration religieuse, souvent l'unique moment où les familles, même les plus modestes, peuvent consommer de la viande. Et son propriétaire assure même que Donald Trump était un petit peu stressé par toute cette agitation. Et c'est justement... Donald Trump, le buffle. Hein. Le buffle, évidemment, mais ça entre guillemets. Donc, il y a eu trop de visiteurs et trop de bruit, etc., qui lui a fait perdre un peu de poids, au point que l'accès à la ferme a dû être limité. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a ce petit détail, c'est que le Donald Trump, donc le buffle, n'est pas le seul à être devenu un animal célébrité. Il y a aussi le pays qui compte un taureau surnommé Neymar pour sa coupe blonde platine, comme quoi, voilà, partout dans le monde, que ce soit la politique et le spectacle, finissent toujours par se retrouver ensemble sur scène. Oui, alors on retiendra quand même cette frange incroyable. Voilà, ça rappelle. Voilà, exactement. Bon, un peu d'humour, ça fait du bien, évidemment. Allez, chaque semaine, on donne la parole à des créateurs de contenu qui ont du succès sur les réseaux. C'est le buzz de fin. Cette semaine, l'équipe de Regard Croisé a choisi de mettre en avant Solal Fakiel. Il est photographe et vidéaste et il a décidé de partager sur ses réseaux son expérience unique sur Israël de l'intérieur. Je vous propose un extrait de ce qu'il publie sur les réseaux sociaux avant de l'accueillir. En hébreu, chaque lettre, c'est un outil. La première lettre, Aleph, on dit souvent qu'elle vient du bœuf, mais elle est aussi liée au verbe Léalef. C'est apprendre dans le sens de se dresser, comme si tout commençait là. Se maîtriser et passer de l'impulsion à la conscience. La deuxième lettre, Bet, Bait, ça signifie la maison. La première maison de l'homme, c'est son corps. C'est apprendre à habiter quelque chose, à poser des limites, à avoir un dedans et un dehors. La troisième lettre, Gimel, on la relie souvent à un chameau, Gamal. Il y a aussi Gmila, le sevrage. C'est apprendre à se détacher, à pas dépendre de tout, à grandir, l'indépendance. La quatrième lettre, Dalet, c'est la porte. Après s'être éduqué, avoir trouvé un espace et appris à se détacher, il faut s'ouvrir ou se fermer. Et puis vient Vav, un crochet, un lien, une sorte d'invitation à s'accrocher et à se connecter et à relier ce qui était séparé. Ces lettres, c'est pas seulement des sons, mais elles dessinent un parcours. Comme si dès les premières lettres, en fait, l'alphabet hébreu il proposait déjà une direction, devenir humain. Et il sous-entend en fait qu'on ne naît pas humain, mais qu'on le devient. Solal Fakiel est avec nous, bonsoir. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous définissez comme un activiste. On vient de voir un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est juste un petit échantillon. Hein. Vous faites beaucoup de choses. On va y revenir. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi concrètement être un activiste ? Activiste, créateur de contenu. J'adore partager ce que je découvre sur Israël, emmener les gens avec moi, montrer de l'intérieur, parce qu'on a toujours ces images d'Israël de l'extérieur. On parle beaucoup de la guerre. Et d'un autre côté, Israël, c'est toujours le pays qui recherche la paix et le progrès. On parle beaucoup de religion, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de philosophie et de psychologie. Et c'est un peu sur ce terrain que j'aime jouer, parler et faire mon activisme. Alors justement, parlez-nous de votre projet Israel from Inside, Israël de l'intérieur, une docu-série alternative sur Israël. Vous parlez à tout le monde, à peu près de tout en Israël. Vous faites, si je vous suis bien, parce que je vous suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, à la fois l'étymologie des mots, à la fois la rencontre avec l'autre, hein, qu'il soit d'ailleurs juif, arabe, musulman, des touristes aussi. Racontez-nous un peu ce projet. En fait, pour moi, Israël, c'est la plus belle chose qui puisse arriver au monde. Ça remonte à tellement loin que j'ai l'impression que ça remonte à notre ADN. Et peut-être il y a 4 ou 5 000 ans, au lieu de choisir le mot ADN, on parlait de Adonai. Ça a les mêmes racines. Et j'essaye de remonter ces fils et de faire des ponts entre la science et la religion, entre les langues. J'ai appris l'hébreu, ça fait 15 ans que j'habite ici, mais j'ai aussi appris l'arabe. Et j'ai envie de me sentir bien dans mon pays et avec mes voisins. Donc, j'essaye de tout découvrir, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et puis de partager ces rencontres du quotidien. Je suis aussi guide à Jérusalem, donc j'emmène les gens, j'ai envie de leur faire partager tout ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou ce qu'on ne prend pas forcément le temps de voir quand on vient qu'une journée. Et voilà ce que j'ai fini par faire et présenter un peu en vrac sur Israel from Inside. C'est une page sur laquelle je parle en anglais, et Solal Israël, où je parle en français.
Justement, l'importance des langues pour vous, vous l'avez dit, vous avez appris l'hébreu, vous avez appris l'arabe. Si je ne me trompe pas, vous avez quelques notions de grec aussi, d'anglais, vous venez de le dire. Vous proposez de remonter finalement le fil de l'histoire au fil des langues. Je me dis, est-ce qu'on a inventé les langues ou est-ce qu'elles étaient là avant nous? Comme si les mathématiques, on ne les a pas inventées, on les a révélées. L'électricité, on ne l'a pas inventée, on l'a révélée. Et je crois qu'en fait, chaque langue, elle ne définit pas un état, mais un état d'esprit. L'hébreu parle beaucoup de l'invisible. Le français, beaucoup de l'inconscient. On a le langage des oiseaux. L'anglais, c'est très matériel. Je crois que ça va être très difficile de comprendre Dieu par l'anglais. Mais en même temps, c'est lui qui nous a apporté, on va dire, le téléphone, l'ordinateur. Chacun a sa manière de parler et de nous faire progresser dans le monde. Et je crois qu'au final, toutes ces langues, elles se complètent. Et quand j'observe les prénoms, les racines, je me rends compte qu'en fait, elles sont toutes un peu connectées et elles parlent toutes de nous sur un différent état. Et dans le fond, elles sont toutes réunies. Vous continuez évidemment à faire ces vidéos depuis le 7 octobre. Vous faisiez avant et toujours évidemment maintenant. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous avez senti un changement quand vous rencontrez des gens, justement, quand vous décidez de tel ou tel mot que vous allez mettre en avant, de tel ou tel monument que vous allez mettre en avant? Alors, pour tous les Juifs ou les Israéliens, toujours la même passion et défendre toujours plus Israël. En revanche, beaucoup plus de chrétiens ou même de musulmans qui s'intéressent, parce que leur présenter le christianisme à travers l'hébreu ou même l'islam en essayant de connecter les racines, finalement, c'est créer un langage et de la communication. Et je crois que c'est en général ce qui nous manque. Donc, je crois un grand engouement de la part de non-juifs sur ma page, et presque 40% des gens qui me suivent ne sont pas juifs, et c'est ça que j'ai envie d'approfondir et presque de vulgariser, en fait, de populariser Israël et l'hébreu sur mon contenu. C'est important pour vous de défendre Israël, alors autrement évidemment que ce que font d'autres activistes, d'autres créateurs de contenu. Vous le faites d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus, j'ai envie de dire, soft aussi, mais c'est important pour vous de défendre l'image d'Israël à l'étranger? C'est la plus importante des choses, essayer de réconcilier. Je trouve qu'il y a un grand miroir psychologique entre Israël et Palestine. Et puis ce mot Israël, ces 3 premières lettres, ISR en hébreu, ça veut dire Yachar, droit. Essayer d'être droit, mais pas forcément face à elle, Dieu, face à soi-même. Et puis il y a le mot Palestine, Palaest, qui vient aussi du grec et qui signifie lutter. Comme si, alors on prend l'histoire de Jacob qui lutte avant de devenir Israël, mais beaucoup de gens en fait luttent avec eux-mêmes et regardent Israël comme un miroir d'eux-mêmes. Et quand on a des problèmes avec soi-même, on finit par, je crois, défendre la Palestine. Et je vois ce conflit psychologique beaucoup plus que politique que j'essaye de populariser pour, au contraire, apaiser et essayer de simplifier ce que parfois on projette, alors qu'en fait, c'est des petits réglages qu'on doit faire avec soi-même pour retrouver, je crois, une sorte de paix intérieure. Jeter des ponts, en tout cas, c'est ça que vous faites. Merci beaucoup, Solal Fakiel, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci. Merci beaucoup. C'est joli, joliment amené le fait de décortiquer les langues pour montrer ce qui rassemble plutôt que ce qui désunit. Je ne sais pas si vous connaissez sur les réseaux un peu Solal Fakiel. On apprend l'hébreu aussi, Shani. Alors, moi, je voudrais juste réagir sur ce qu'il disait quand il a dit qu'il partage ses rencontres du quotidien. Je pense que c'est important, surtout sur les réseaux sociaux, de montrer aussi ce visage de la cohabitation qui est si propre à Israël, de montrer qu'il y a plusieurs communautés, qu'elles soient juives, arabes, chrétiennes, druzes, donc de montrer vraiment toutes ces facettes et cette cohabitation. Et ça ne me surprend pas quand il dit qu'il voit aussi un engouement même de non-juifs sur sa page. C'est un peu le résultat de ce travail-là qui est quotidien et qui, à mon sens, est vraiment essentiel. Vous voulez dire quelque chose, Anaëlle? Moi, je trouve ça juste incroyable qu'on ait des personnes comme ça qui font partie de notre peuple et qui nous représentent tellement bien, intelligemment, et puis qui diffusent que de l'amour et finalement des choses auxquelles nous-mêmes, on n'a peut-être pas pensé ou accès, et de comprendre l'étymologie de certains mots de notre quotidien. Je trouve ça vraiment incroyable. Et puis le fait de ne pas mettre les uns contre les autres, mais les uns vers les autres, ça aussi, c'est quelque chose qui ressort bien dans ce qu'il fait. Et il n'est pas le seul, mais c'est vrai que lui, il a une manière très particulière d'amener ça. Un peu comme vous, quand on voit vos vidéos sur les réseaux sociaux.
Non, Chani. Et surtout, est très philosophique, puisqu'on voit la façon dont il détaille chaque chose, chaque étymologie, etc. On précise aussi que l'hébreu a quand même été mis à jour par Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda qui a remodernisé l'hébreu, et c'est important de le préciser. Donc, quand on voit aussi qu'il prend aussi l'étymologie de chaque mot pour pouvoir ensuite expliquer le contexte et pouvoir aussi trouver des liens avec les autres mots du dictionnaire hébreu, je trouve ça vraiment incroyable. Merci beaucoup, Chani. Merci à vous aussi, Anaëlle Lévy, d'avoir été avec nous dans Regard Croisé, puisque Regard Croisé, c'est terminé. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à ceux qui travaillent derrière la caméra, Chana Depaz, Mathieu Vinting et toute l'équipe de la régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Dans un instant, Christopher Barolin pour l'édition du soir. Bonne soirée sur Radio.